Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que les chapitres précédents vous ont plu. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour aller les visionner. Aujourd'hui, on va vous parler et on va voyager dans le temps au cœur de la révolution industrielle et de l'impressionnisme. C'est parti! Nous voilà arrivés au cœur de la révolution industrielle. Et comment parler de la révolution industrielle dans l'heure sans parler des fabuleuses ruines de la filature Le Vavasseur. Alors la filature Le Vavasseur, située à Pont-Saint-Pierre dans la vallée de l'Andelle, a une histoire incroyable. Une histoire digne de la beauté de ce patrimoine qui nous reste encore aujourd'hui. On sait qu'en 1792, c'est la famille Giroux qui est propriétaire du domaine, y compris de l'abbaye de Fontaine-Guérard qui est absolument fabuleuse. C'est quelques dizaines d'années plus tard, en 1822, que le domaine entre en possession de la famille qui donnera le nom de ce patrimoine, la famille Le Vavasseur, et plus précisément de Jacques Le Vavasseur, qui va entreprendre énormément de constructions qui laisseront entrevoir que cette vallée va devenir industrielle. En 1842, le fils Charles Le Vavasseur va reprendre l'activité, et là c'est le début du drame. Quelques mois après, les filatures vont prendre feu, tout simplement. Ça brûle! En 1846, 2 filatures et 1 moulin sont en activité sur le domaine. La famille rachète aussi, à cette époque, plusieurs terres à ras de pont, en faisant un domaine immense de ras de pont à Pont-Saint-Pierre, en passant par Fontaine-Guérard. En 1855, Charles Le Vavasseur obtient l'autorisation du préfet de construire 2 nouvelles filatures. Et en 1857, ils entament la construction des ruines que vous voyez encore aujourd'hui à Pont-Saint-Pierre. Notamment la plus grande filature, une cathédrale industrielle néo-gothique de style anglais. Faisait 96 mètres de long, 26 mètres de large et 38 mètres de haut. Vous savez, ces grandes tours qu'on voit de très loin dans la vallée. Toute la beauté de ce site, de cette cathédrale industrielle, vient aussi du fait qu'elle est entourée d'eau. Et ça, c'est pas fait par hasard. En fait, ils ont creusé un canal le long de la filature de 528 mètres de long pour faire tourner cette industrie qui avait besoin d'énormément d'eau et qui se transformera plus tard par un barrage hydroélectrique. La beauté de cette cathédrale industrielle dépassera les frontières de la France. On raconte même qu'elle était l'une des plus grandes et des plus belles d'Europe. Tellement qu'on raconte aussi que Napoléon III en personne est venu à la filature rendre visite à Charles Le Vavasseur. Et là, en 1874, deuxième incendie. Et là, c'est la fin de la grande filature. La suite de cette activité est reprise par Arthur, le fils de Charles Le Vavasseur. Ce dernier va entreprendre la rénovation et la relance de la petite filature. Mais quelques années après, appelez les pompiers! Troisième incendie. Il va réparer et rénover de nouveau la petite filature et l'exploitation continuera. En 1923, Arthur décède, la suite est reprise par Jacques, puis Bernard Le Vavasseur. Mais en 1946, j'ai le feu! Quatrième incendie. Ouais, ça fait 4 fois que la filature part en fumée. Et là, c'est la fin définitive de cette activité sur ce domaine. 4 fois. Incroyable. C'était pas un peu pyromane dans la famille? Il faut savoir, pour remettre dans le contexte, qu'à l'époque, que ce soit industrie du gaz, industrie chimique ou industrie de la poudre, eh ben, il n'y avait pas pire que l'industrie textile et notamment les filatures pour prendre feu. Plus de 14 incendies de filatures se sont déclarés dans l'heure de 1800 à 1870. Ça a dû en faire des noisettes grillées. La révolution industrielle a évidemment inspiré les impressionnistes, notamment l'un des plus célèbres d'entre eux, inévitable et incontournable dans l'heure, Claude Monet. Il s'installe à Giverny en 1883 et il entreprend rapidement la création de ses célèbres jardins. Il faut savoir pour la création de ces jardins qu'il va entreprendre aussi la création d'une mare qui fera à la fin 4 fois sa taille initiale. Et pour cela, il détournera l'hepte. Et anecdote assez incroyable sur les nymphéas, Claude Monet embauche un jardinier attitré pour entretenir la mare et essuyer les feuilles des nymphéas une par une pour enlever poussière et gouttelettes afin que quand Claude Monet arrive pour peindre, il ait le plus beau tableau possible en face de lui. Il a peint des glands, Claude Monet. Autre anecdote sur Claude Monet, sa chambre avait une double exposition et ses fenêtres donnaient forcément sur ses jardins. Et il ne ferma jamais, je vous dis jamais, ses volets. C'est ça l'anecdote? Et le mec, juste, il ferme pas ses volets. Mais mes grands-parents, ça, ils avaient le talent de Monet, ils avaient pas de volets. Je me casse. Du coup, je peux le remplacer parce qu'il est vraiment nul. Hein.
Il faut savoir que Claude Monet, on le connaît en tant que virtuose de l'impressionnisme, mais il avait une autre passion, une passion pour l'automobile. Et il participera de nombreuses fois à la course de côte de Gaillon. Claude Monet était ami aussi avec un autre grand personnage qui a eu une histoire avec notre beau et magnifique département de l'Eure, Georges Clemenceau. Il a connu le porte-avions, le mec. Georges Clemenceau, le tigre, en personne, venait très souvent rendre visite à son grand ami Claude Monet à Giverny. Et surtout, ce dernier avait même, pour l'anecdote, acheté une maison bourgeoise très proche de Giverny, dans le village de Bernouville, là où il sera même conseiller municipal. Il n'y avait pas cumul des mandats? C'était possible à l'époque. Ce même Georges Clemenceau va tout faire pour que Claude Monet se fasse opérer de la cataracte. Parce qu'il faut savoir que Claude Monet ne voyait quasiment plus rien à une certaine époque. Et c'est lui-même qui va insister et pousser le célèbre peintre. Quoi? Il l'a poussé alors qu'il était aveugle? Mais non, c'est une expression française. Et c'est lui-même qui va insister et pousser le célèbre peintre à se faire opérer. Et ça lui permettra aussi de terminer cette fameuse fresque, cet immense tableau, cette immense œuvre des nymphéas que vous pouvez voir dans les orangeries à Paris. Georges Clemenceau accompagnera son grand ami jusqu'à la fin. Et à son enterrement, quand il arrive, il voit que les pompes funèbres ont installé un drap noir sur le cercueil du célèbre peintre impressionniste. Clemenceau entre dans une colère, enlève le drap noir et s'exclame « Pour Monet, pas de noir. Le noir n'est pas une couleur. » Et il prend un drap fleuri non loin de lui et recouvre le cercueil avec. Mais l'histoire de l'impressionnisme ne s'arrêtera pas là dans l'Eure, et surtout dans la vallée de la Seine. Le post-impressionnisme est illustré par un célèbre peintre, Pierre Bonnard. Ah ouais, je le connais lui. Il faisait des gâteaux, c'est ça? Papy Bonnard. Eh oui, Pierre Bonnard s'installe en 1912 dans une petite maison qu'il nommera Maroulotte à Vernon sur les bords de Seine. Il l'achète en 1912. Maroulotte sera essentiel dans l'œuvre de Pierre Bonnard. Il y peindra ses jardins, sa salle à manger, sa cuisine, sa terrasse avec vue sur la Seine, et y compris sa salle de bain, où dans un tableau, on peut apercevoir Marthe, sa femme, nue et jeune pour l'éternité. Et si je retire mes poils, il peut me peindre moi? Hashtag coquinou. Sa femme aurait même été peinte par Pierre Bonnard 384 fois. C'était les selfies de l'époque. Les peintures de Claude Monet ou encore de Pierre Bonnard, dont on vient vous parler, sont exposées dans le monde entier. Mais vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour voir les tableaux de Claude Monet ou encore de Pierre Bonnard ou d'autres illustres peintres impressionnistes. Il suffit de vous rendre à la Fondation Monet pour vous plonger dans la vie de l'un des plus grands peintres du monde, tout simplement. Et vous pouvez vous rendre aussi au Musée des Impressionnismes de Giverny, qui font des expositions magnifiques qui vous feront découvrir des œuvres uniques. Chers amis, j'espère que ce voyage au cœur de la révolution industrielle et de l'impressionnisme vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un autre épisode, dans un autre temps, dans une autre époque. On parlera de la Seconde Guerre mondiale et des 30 Glorieuses. Ciao! Est-ce qu'il reste de la bûche au gland?